pour commencer par la place des femmes dans les documentaires, dans les émissions de flux, etc. J'ai demandé à Isabelle Vera-Masson, qui est sociologue, de nous rejoindre. Alors vous allez vous installer là, je viens avec vous. Elle est sociologue et directrice du laboratoire communication et politique au CNRS. Simone Harari, qui vient d'arriver, merci d'être avec nous. On ne vous présente plus trop, vous êtes présidente et fondatrice d'une société de production qui s'appelle Effervescence. Vous vous occupez pas mal de différentes choses, dont notamment un jeu qui s'appelle Tout le monde veut prendre sa place. En fait, il s'agit d'un homme, puisque c'est Nagui qui le présente, et on se demande si c'est sa place qui est en cause. Patrice Grelet, vous êtes adjoint à la directrice de l'unité des magazines de Société de France 2, Nathalie Darigrand, et Frédéric Lantieri, qui est journaliste, qui présente, vous le savez bien maintenant, l'émission qui était présentée précédemment par Ondelat. Donc faites entrer Frédéric Lantieri. Et enfin Stéphanie Brémond, la directrice des études et du marketing antenne de France Télévisions, qui va venir justement nous donner un petit peu un premier aperçu, je ne sais pas si elle est là, un premier aperçu, oui, de la femme dans les médias, de la façon dont elle est perçue. Vous venez là, vous venez nous raconter tout ça, et votre intervention est importante parce qu'elle va nous servir de fil conducteur. Elle va nous aider à comprendre un petit peu comment les téléspectateurs perçoivent les femmes et la façon dont on les montre. Donc, en fait, nous avons réalisé avec l'Institut WSA une étude sur la perception du rôle et de la place des femmes dans les programmes télé. On avait plusieurs interrogations sur la présence globale des femmes à la télé, comment est-ce qu'elle était perçue, quelles étaient les évolutions perçues, quelles étaient les figures marquantes. Est-ce que finalement la télévision était un espace de progrès ou plutôt conservateur? Est-ce qu'il y avait des différences entre les chaînes? L'objectif de l'étude, c'est vraiment, aux yeux des téléspectateurs, c'est le rôle d'une direction étude, quelle est l'image renvoyée par la télévision? Est-ce que c'est celle de la société d'aujourd'hui? Est-ce que finalement elle joue son rôle de miroir? Alors, très rapidement, en termes de méthodologie, c'est une étude dite qualitative, c'est-à-dire que ce sont des focus group, des entretiens de groupe. Très classiquement, nous avons fait des groupes par âge, et de manière un peu moins classique, nous avons séparé les hommes et les femmes pour que la parole soit la plus libre possible. D'abord, c'est un sujet, quand le sujet, je dirais, de la place des femmes à la télévision est évoqué, c'est un sujet qui tient un écho dans la vie, je dirais, générale des gens. Ce n'est pas un sujet qui les étonne en tant que tel, non pas la place des femmes à la télé, mais la place des femmes en général. Deuxième point, c'est au prisme de leur expérience que les téléspectateurs vont évaluer la place des femmes, expérience tant professionnelle que personnelle. Et ça, on ne peut pas s'en départir. En revanche, il y a un point commun à tous les gens que nous avons rencontrés, c'est la croyance profonde de la différenciation des sexes, avec, je dirais, la présence du maternel dans le fondement identitaire des femmes. Alors, avant de rentrer dans les analyses, juste un point important, parce que c'est un sujet qui va être évoqué tout à l'heure, c'est la place des expertes dans les émissions. Et il faut savoir que c'est un sujet qui n'est spontanément jamais soulevé par les téléspectateurs. Ce n'est pas quelque chose qui va ressortir. Il y a beaucoup de sujets qui vont ressortir spontanément. Ce sujet ne ressort pas spontanément. Quand on les interroge en assisté dessus, en fait, ils ne savent pas réellement répondre parce qu'ils n'ont jamais actualisé le fait que les experts convoqués sur des plateaux sont plus des hommes que des femmes. Mais ce n'est pas un sujet perçu. Ce n'est pas parce que ce n'est pas perçu que ce n'est pas un sujet, mais en tout cas, ce n'est pas un sujet perçu. Donc, déjà, globalement, le constat, on voit un constat qui est positif avant tout, parce que on a, je parle bien de l'espace télévisuel, on a une présence féminine qui est accrue, qui est multiple, et qui est valorisée et valorisante pour les femmes. Elles sont plus nombreuses dans tous les rôles, des fonctions qui sont quasi similaires à celles des hommes, des postures particulièrement valorisantes parce qu'elles vont montrer leur intelligence, leur culture, leur point de vue. Elles animent des contenus qui sont statutairement reconnus, comme l'info par exemple. Elles présentent elles présentent en tout cas des émissions sur des domaines qui sont traditionnellement plutôt réservés aux hommes. Et elles reprennent le rôle des hommes charismatiques, d'hommes qui avaient été charismatiques dans leur rôle. Par exemple, c'est le cas de Sophie Davant, qui est citée spontanément, qui a repris la place de Jean-Luc Delarue dans Toute une histoire. Il y a deux points qui sont vraiment exemplaires pour la présence des femmes en termes de présence notoire et valorisante. Je vais en évoquer un qui est l'information, l'autre est la fiction, qui finalement là est un vrai domaine de liberté totale de la place des femmes. Quant à l'information, c'est vraiment
un point, je dirais, majeur, parce que c'est le domaine le plus noble, qui est, encore une fois, perçu par les téléspectateurs pour la place des femmes. Parce que, encore une fois, elles montrent le fait qu'elles sont cultivées. Il y a des stars de l'information qui servent d'exemple pour montrer qu'elles sont aussi compétentes que les femmes. Donc on a Claire Chazal, Laurence Ferrari, Élise Lucet qui sont citées, avec Anne Sinclair qui est citée comme précurseur. Avec un point qui est plus moderne, c'est la présence des femmes dans les chaînes info qui sont souvent en duo avec les hommes, et des duos qui fonctionnent particulièrement bien aux yeux des téléspectateurs parce qu'un équilibre entre la place de l'homme et la place de la femme. Les magazines d'information aussi sont une place de choix pour les femmes. Et les femmes reporters également, ce ne sont pas des stars, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas, leur nom n'est pas cité, mais en revanche leur place est vue. Hein, elles semblent de plus en plus présentes dans cet univers professionnel, elles sont courageuses et finalement elles exercent leur métier exactement comme les hommes le feraient. En ce qui concerne les chaînes de France Télévisions, ce que les téléspectateurs perçoivent en fait, c'est qu'on leur donne à voir des femmes qui sont naturelles et normales. Une vraie image de mixité, notamment portée par les femmes journalistes sur France 3, et des figures, c'est un point important aussi, qui sont affirmées en tant que professionnelles et pas en tant que femmes. Des personnes qui sont simples, naturelles. En fait, les téléspectateurs ont l'impression que sur ces chaînes-là, les femmes ne sont pas dans une posture d'hyper-séduction. C'est finalement les chaînes sur lesquelles les téléspectateurs ont la sensation que la question paritaire est la plus pacifiée et la plus naturellement traitée. Mais je ne peux pas vous cacher qu'il y a encore des progrès à faire. Quelque chose qui est aussi perçu par les téléspectateurs, c'est que l'égalité de traitement ne va pas jusqu'au physique. C'est-à-dire que les femmes, beaucoup plus que les hommes, doivent posséder un physique attirant et charmant, à part quelques exceptions, mais en gros, et d'ailleurs les téléspectateurs s'en sentent en partie responsables, hein, c'est que les chaînes comme les téléspectateurs vont demander aux femmes d'allier intelligence et plastique, ce qui est moins vrai pour les hommes. Et puis, les femmes sont gênées souvent par la persistance dans les jeux, notamment, des potiches, de ce qu'elles appellent des potiches, ou des femmes très sexy, qui renvoient une image soit décervelée ou d'aguicheuse. Mais attention, encore une fois, c'est un sujet, mais qui est compensé par le fait que dans la majorité des cas, les femmes sont dans des rôles très valorisants. Et puis, évidemment, il va y avoir des nuances en termes de genre de programme. Il y a 3 domaines qui sont notamment moins investis, notoirement, encore une fois, je parle de perception du téléspectateur. Le sport, la politique et les jeux télé. Pour la politique et les jeux télévision, les interviewés en fait, vont presque auto-justifier cette place beaucoup plus restreinte, notamment avec un certain nombre de préjugés concernant la nature féminine et ces milieux-là. C'est-à-dire que c'est des milieux qui sont considérés comme assez violents, assez physiques, requérant un esprit combatif et qui demandent donc des qualités d'animation plutôt viriles. Le fait que les femmes ne s'y intéresseraient pas particulièrement, ce pas forcément des sujets qui les passionneraient, donc finalement elles n'y seraient pas de manière très volontaire. Et puis les téléspectateurs qui savent assez bien décoder l'univers de la télé se disent aussi que notamment sur l'univers du sport, qui est censé attirer plutôt des hommes, volontairement les chaînes ne mettent pas en valeur des femmes. En revanche, il y a un autre lieu sur lequel finalement les téléspectateurs ne vont pas trouver de raison à l'absence des femmes, c'est le plateau de jeu. Le plateau de jeu, aujourd'hui, est un lieu, clairement, de pouvoir investi par les hommes. Et ça, encore une fois, c'est un constat du téléspectateur, spontanément. Il constate qu'en fait, il y a soit absence, soit très faible présence des animatrices dans les jeux. Notamment parce que la plupart des jeux à forte audience qui sont en access prime time sont animés par des hommes, voire même plus que des hommes, ce sont des stars. Et il y a une hypothèse qui était mise un peu en filigrane, c'est de se dire ah oui mais finalement le jeu exige une utilisation du corps finalement, une utilisation assez physique du corps par l'animateur. Et que ça soit pour le côté showman ou pour la relation au candidat, et que finalement les femmes seraient peut-être moins, entre guillemets, adaptées à cela. Je vous cite juste un verbatim, c'est une femme avec de l'autodérision, ça peut faire femme facile et se dévaloriser. Et puis, autrement, sur le domaine des jeux, les téléspectateurs aussi ont vu qu'il y avait dans certains jeux une persistance des hôtesses, alors là, du coup, qui sont vraiment dans un stéréotype assez
assez, je dirais assez claires et assez simples à décoder, avec finalement des assistants qui servent un maître de cérémonie en lui apportant du matériel, quelques informations. Elles sont grosso modo surtout sexy. Et le point, c'est que non seulement il y a ces hôtesses plastiques, mais également le public qui est mis en scène dans les jeux, parce que souvent les téléspectateurs remarquent que au-delà du plateau lui-même, dans le public, on fait un focus sur l'assistance féminine, mais plutôt l'assistance féminine jeune et jolie. Il y a un sujet que je n'évoquerai pas aujourd'hui, mais qui est évoqué spontanément, c'est la place des femmes dans les publicités. Ça, je n'en parle pas aujourd'hui, mais clairement, c'est un domaine sur lequel tous les téléspectateurs s'accordent à dire que la parité n'est pas exactement au rendez-vous et que la plupart des poncifs y sont. Juste en conclusion de l'étude, c'est qu'en fait, on voit le constat qui est positif pour nous, en tout cas, c'est que l'écran télévisuel est vraiment perçu et vécu comme une surface réfléchissante de la société. Hein, c'est assez, je dirais ni trop ni pas assez, c'est la vraie vie. Mais d'abord, il y a des progrès à faire, et au-delà de ça, on sait que la télévision peut aller au-delà du simple miroir et donner d'autres horizons en fait que le simple reflet de la société. Et c'est notamment le cas, par exemple, dans la fiction, où finalement des personnages de fiction peuvent donner corps à des identités nouvelles qui peuvent se redéfinir. Et je conclurai juste très rapidement sur un point. Il y a un genre qui est perçu complètement paritaire à la télévision par les téléspectateurs, c'est la télé-réalité, où effectivement les femmes sont visibles essentiellement pour leur plastique et pas leur intelligence, mais les hommes aussi. Donc finalement, ça est assez paritaire. Voilà, on a trouvé la solution alors. Hein. Absolument, il faut la télé-réalité partout. Bon, un mot quand même sur les tendances, parce que moi j'ai l'impression que tout ça est plutôt assez positif de ce que vous dites. Est-ce qu'il y a une tendance, enfin quand on voit ce qui se passait il y a 5 ans, 10 ans, l'évolution est bonne? L'évolution perçue est très positive. Je ne vous citerai pas, il y a quelques verbatims qui le disent assez bien, mais qui disent, quand on regarde la télévision dans les années 60, aujourd'hui, c'est quand même bien changé. Les femmes, elles ont vraiment une place à part entière. Et encore une fois, il y a vraiment 2 piliers dans la perception du téléspectateur, c'est le journalisme, enfin les femmes journalistes, et la fiction, où les femmes ont des rôles les plus multiples qui soient et des places les plus valorisées, ou les pires d'ailleurs, enfin en tout cas, les plus... et s'ils attendent des efforts, les téléspectateurs, ça serait sur quoi? Alors, si on voit les attentes des téléspectateurs, c'est vraiment sur les jeux. Parce que, encore une fois, sur le sport et la politique, ils ont détecté qu'il y avait une absence, enfin en tout cas une faible présence. Mais en revanche, finalement, on l'a vu, hein, ils l'expliquent eux-mêmes. Alors que sur les jeux, ils n'arrivent pas vraiment à trouver une bonne excuse. Mais ça les choque de voir, comme chez De Chavannes, une blonde qui... sert de potiche, là. Ça les choque, les gens? Ils le vivent mal, ça, maintenant? Ah, le vivent mal. Heureusement, c'est que de la télé. Hein, donc, non, mais est-ce que c'est une occasion de zapper en disant « je regarde pas ça » non, parce que... ils ne le disent pas. Non, ils disent jamais que c'est une occasion de zapper pour eux. Mais ça les gêne. Voilà, ça les dérange. En tout cas, il y a une partie des téléspectateurs qui se disent dérangés. C'est pas pour ça qu'ils vont se dire qu'ils vont zapper. C'est une image de la femme à la télé qu'ils n'ont plus envie de voir. Exactement, tout à fait. D'accord. On parlait avec Madame Marie Rissa, qui s'occupe des jeux. Mais d'abord, je voudrais que... merci beaucoup. Hein, peut-être vous pouvez vous rasseoir là avec nous, parce que on va revenir vers vous quand même. Hein. Peut-être que... Des hommes et des femmes dans le panel, c'est ça vous dites? Oui, j'imagine qu'il y avait un peu de tout, non? Je ne suis pas certain, moi. Isabelle Véramasson, vous êtes sociologue, vous travaillez au CNRS. Vous entendez ça? Ça vous surprend? Ça correspond à ce que vous détectez? Non, effectivement, c'est intéressant de voir qu'il y a à la fois des genres anciens à la télévision qui sont bien identifiés, dans lesquels les gens sont capables d'analyser le vrai du faux, le bon du mauvais, le grain d'ivraie. Et qu'en même temps, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la non-perception. Parce que quand on travaille sur la réception des messages de télévision, on est obligé de travailler à la fois sur le discours qui est tenu, et évidemment, il faut réfléchir sur le discours qui n'est pas tenu. Et ce que nous apporte beaucoup, je trouve, cette étude, c'est ce qui est dit sur les expertes. Alors,
pourquoi les focus group, enfin ces gens qui ont interrogé, n'ont pas vu les expertes. Alors qu'évidemment, on le sait, c'est un des problèmes. Hein, il y a eu des comptages qui ont été faits, les expertes femmes qui sont le lieu du savoir, le lieu d'autorité, qui n'ont pas pour cela besoin d'être d'ailleurs ou brutales ou désagréables. Enfin, c'est un lieu dans lequel on peut vraiment s'exprimer, un peu comme les journalistes. Eh bien, elles sont minoritaires, puisque je crois qu'il y a moins de 20% des femmes 18. expertes. Moins de 20, c'est pratiquement... C'est 18, c'est pas... J'ai apporté une précision, pas une contradiction. Je ne suis pas complètement blonde. Donc Ça va être dur cet après-midi quand même. J'y vais fort. Donc ce rôle des expertes n'est pas perçu. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Il faut se demander pourquoi. Probablement parce que, et alors là on peut réfléchir ensemble à la question des stéréotypes, c'est que quelque part on ne voit que ce que l'on connaît. Hein, c'est comme ça que fonctionnent les stéréotypes. Donc, comme le principe des experts est assez récent, puisqu'en fait, ça vient des émissions de talk-show, ça vient des émissions de BFM, etc., les téléspectateurs n'ont pas encore assimilé qui fait quoi dans quoi, alors que les téléspectateurs savent très bien décrypter la fiction, les journaux télévisés, la potiche de la publicité, lorsque vous savez, très très belle publicité dans laquelle on voyait une dame qui se faisait qui lavait le sol avec ses cheveux. Enfin, vous vous rappelez pas de ça? Celle-là. Non, elle était pas mal celle-là dans le genre. Et donc voilà, et ça, les gens savent décrypter ça, le mettre à distance, on rigole éventuellement, mais peuvent le critiquer. Donc, mais en quoi la place de l'expert n'a pas été identifiée, ou alors, de l'expert? les experts sont là, mais ceux que n'ont pas encore identifié parce que c'est un genre nouveau et que les gens trouvent normal de voir des hommes dans un rôle d'expertise, c'est ça que je veux dire, on ne voit que ce que l'on connaît, c'est qu'en général on voit des hommes comme experts, comme le personnage sachant est un homme. Je me souviens quand je faisais mes études à Sciences Po sur le journalisme, on disait qu'il fallait il fallait un journaliste homme pour présenter le journal parce que c'était le lieu du sérieux, de la légitimité, de la crédibilité. Une femme faisait perdre en crédibilité l'information qu'elle portait. Donc c'était une idée très forte à l'époque de ce sujet des médias. On voit bien qu'elle est totalement, elle a été, certaines femmes d'ailleurs, des Anne Sinclair, des Christine Ockrent, ont fait le lit de ce genre, de ce genre d'idées. Mais il y a des idées très fortes comme celle-là qui existent probablement dans l'esprit des gens. Encore une fois, la télévision n'invente rien. rien. Ça veut dire que l'expert aura moins de crédit si c'est une femme. Ce que je veux dire, non, les gens pensent ça. C'est-à-dire qu'à la fois les Calvi, ceux qui font la télévision, probablement assez naturellement, vont chercher du côté de celui qui tient l'autorité, qui possède l'autorité, celui qui va ensuite présenter le savoir, et les téléspectateurs l'admettent. Il y a un temps où on trouve normal que la parole savante soit tenue par des hommes. Il faudra donc, à mon avis, un certain temps pour qu'on perçoive la difficulté, pour qu'on perçoive l'anomalie. Encore une fois, on ne voit que ce qui vous étonne, que ce qui vous choque, donc on reconnaît ce que l'on connaît. Et en ce qui concerne les femmes, non. Je crois que les expertes ont une parole légitime, puisque, comme on l'a vu du côté des journalistes, les journalistes ne perdent pas, en devenant féminines, leur légitimité. Donc c'est une idée fausse. Mais encore une fois, les idées fausses sont partagées par la société et par la télévision. Les idées de la télévision et des récepteurs ne sont pas tout d'un coup... Vous savez qu'au CNRS, c'est bien pire qu'à la télévision. La présence des femmes au sommet est absolument quasi inexistante. Donc, il y a un problème qui vient de la société, ce qui ne veut pas dire que ce problème ne doit pas être réglé. Mais la télévision, d'une certaine manière, vous l'avez dit... C'est ce que vous expliquez au CNRS en ce moment. Alors, j'espère que la ministre, qui est une femme, nous voit et qu'elle va faire en sorte que les directrices de recherche soient plus nombreuses. Mais en tous les cas, il y a un problème de société. La télévision est évidemment un miroir, même si... Alors, ce que je voulais dire, parce que peut-être je n'aurai plus la parole. Non, c'est fini là après. C'est fini. Donc pendant que je la tiens, je dis que ce n'est pas parce qu'il y a des stéréotypes qui sont le reflet de la société, ce n'est pas parce que nous ne voyons que les stéréotypes qu'il faut les maintenir, parce que le stéréotype est une manière de comprendre dans la complexité, c'est une manière de rendre simple le réel, mais quand on multiplie les stéréotypes et quand on les choisit, ils peuvent éventuellement avoir un rôle positif. Alors, vous aurez encore la parole. Hein. On va s'intéresser un petit peu à ce cas particulier des jeux. Et là, je vous propose de regarder en image comment ça se passe, les jeux à la télévision, et quelle tête occupe le devant de la scène. Bonjour à tous et bienvenue sur France 3.
Comment ça va? N'oubliez pas les paroles. Vous souhaite la bienvenue sur France 2. Et pour arbitrer ce match, mesdames et messieurs, c'est bien sûr Thierry Beccaro. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, bienvenue sur le plateau D. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 2 dans On ne demande qu'à en rire. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur France 2. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue. Bienvenue sur le plateau d'On n'est pas couché. Heureux de vous retrouver comme à chaque fois. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans Taratata. Ce soir, vous allez bien? Soyez les bienvenus dans Shabada avec, comme chaque semaine, nos musiciens qui accompagnent les artistes. Cyril Ferraud. Bonjour tout le monde. Bonjour les amis, bonjour le public. Bonjour à tous, ça y est, c'est reparti pour une nouvelle étape ici sur le plateau des chiffres et des lettres. Ariel et Bertrand, bonjour. Bonjour. Installez-vous confortablement. La partie commence maintenant. Voici Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir les amis. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Des bisous. Et bonsoir à tous. Alors, il n'y a pas que les jeux, hein, il y a les divertissements, comme vous l'avez vu, puis il y a des cas particuliers, hein, avec des animateurs qui faisaient de la télévision avant même qu'il y ait des femmes à la télévision, quasiment, hein, dans ce qu'on a vu là. Simone Ariel, donc vous vous occupez notamment de jeux, et on a vu celui de Nagui, hein, tout le monde veut prendre sa place. Est-ce que c'est compliqué, et est-ce qu'on y pense même d'ailleurs, quand on produit un jeu, d'envisager que ce soit une femme qui le présente? D'abord, je trouve que le sujet qu'on traite est plus important qu'il n'a l'air, parce que même si c'est, comme vous le disiez très justement, que de la télé, que ça ne change pas la vie des gens, ce reflet habitue à une forme de normalité. Qu'est-ce qui est normal dans la société? C'est vrai pour les femmes, mais c'est vrai pour les handicapés, c'est vrai pour les minorités visibles, c'est vrai aussi pour les seniors. Au fond, quels sont les âges qui sont représentés ou surreprésentés à la télé? Donc, je n'accorde pas... c'est pas parce que on produit telle ou telle émission qu'elle est importante, mais je crois que la continuité, voilà, de ce qu'on donne à voir est important. Moi, je fais partie des gens qui pensent que dans un jeu, l'animateur est important, mais les candidats sont très importants. En particulier, dans les deux jeux que j'ai la chance de produire, l'un qui est à sa 7e année, qui s'appelle Tout le monde veut prendre sa place et qui montre bien par son succès en étant tous les jours le meilleur score de France 2, à quel point il attire le public et fidélise le public. Un des candidats devient un champion. Et le champion reste aussi longtemps qu'il continue à gagner, et certains champions sont déjà restés 3 mois. 3 mois, 150 émissions, y compris le samedi et le dimanche. Ce sont vraiment des gens qui deviennent aussi importants que l'animateur. En fait. Pardon ? C'est un boulot à temps plein pour le candidat. L'organisation est un petit peu différente. Et on fait très attention à ce qu'il y ait toujours autant de femmes que d'hommes parmi les candidats dont tout le monde veut prendre sa place. Dans le casting, il y a plutôt plus d'hommes qui se présentent que de femmes. Parmi les candidats, l'égalité fait partie donc, du format tel qu'on le joue. Mais parmi les champions, il n'y a quasiment jamais de femmes. Alors ça interpelle. Moi, je pense qu'une des raisons qui peut expliquer ça, c'est aussi, on a peu utilisé cette expression, mais on a besoin, pour faire un jeu, et justement parce que selon moi, les candidats sont aussi importants que l'animateur, on a besoin d'avoir des bons clients. On n'a pas seulement besoin d'avoir des bons élèves. Les bons élèves, ça compte, et j'ai la chance d'être celle qui a déniché, trouvé, vendu. Question pour un champion, ça ne rajeunit pas. Les femmes sont bons élèves ou bonnes élèves. Alors, justement, mais le candidat que les bons clients pour être des hommes, ou certains hommes. Le candidat type de question pour un champion doit être une tête d'œuf qui sait répondre à tout. Le candidat type de tout le monde veut prendre sa place doit aussi avoir
l'assurance de pouvoir répondre aux vannes de Nagui, ce qui suppose déjà d'être à peu près équipé, l'aisance, l'assurance de savoir aussi qu'il peut avoir à revenir tous les jours, et nous on a besoin que le spectateur trouve qu'il y a là assez de peps et de répondants. Et sans doute, dans les quiz, puisqu'on est dans le service public, donc dans des jeux où c'est pas une affaire de hasard, où la motivation numéro 1 n'est pas l'argent, mais où malgré tout il y a des questions-réponses, des formes de culture générale assez différentes, et donc on a besoin de gens qui sortent un peu du lot. Donc les bons clients sont plutôt des hommes. Les bons clients qu'on a sur ce jeu sont davantage des hommes. L'autre chose qui à mon avis est importante, c'est que je crois que les femmes, en tout cas celles qu'on voit dans nos castings, ont une sorte de culture générale assez étendue et diverse. Et dans un jeu comme celui-là, il y a des thèmes, et quand des types savent tout sur le sport et tout sur le cinéma, ils sont plutôt avantagés par rapport aux femmes qui savent des trucs en histoire, mais qui ne sont pas nuls en géographie, qui en vie quotidienne sont imbattables, mais qui aiment aussi le cinéma, et donc qui sont d'une certaine façon plus, je sais pas ce qu'il faut dire, normales, moyennes, équilibrées. Polyvalentes, merci, c'est un terme plus positif que ceux que j'avais présents à l'esprit, et qui ne sont pas nécessairement ce qui est le mieux mis en valeur dans un jeu comme celui-là. Si je prends notre autre jeu, qui est Slam, vous avez aperçu Cyril Ferraud rapidement, encore un homme qui présente. Là, il y a généralement 2 femmes et un homme. On a 2 fois plus de femmes que d'hommes comme candidature spontanée. On retient plutôt 2 fois plus de femmes que d'hommes également. Et là, en revanche, la discrimination qui est difficile à faire, c'est l'âge. Parce que on veut, après tout, que le public plutôt jeune soit devant la télévision. C'est une heure où le financement publicitaire a encore sa place. Pour des raisons qui m'échappent, les publicitaires ne s'intéressent pas aux plus de 60, même plus de 50. Ça va venir. Ça va venir, mais ça n'y est pas encore. Donc nous, on essaye en tout cas d'avoir des gens de 20 ans, des gens de 40 ans, des gens de 60 ans. Et ce sont plutôt les plus âgés qui viennent parce que ça évoque les mots croisés, parce que ça demande... Bon. Ça sont vos réponses, hein. Mais ma question n'était pas du tout celle-là. Hein. Votre question, c'était les animateurs. Les animateurs, on essaie chaque fois. Pourquoi toujours des hommes et pourquoi est-ce que vous avez vous-même envisagé ou pas de mettre une femme comme animatrice ou présentatrice de jeu? Alors, je commence par vous dire qu'à mon avis, votre question n'était pas l'essentiel, mais je veux bien y répondre. Je vous remercie. Et là, l'essentiel me paraît être les candidats. Et oui, on a essayé. Et on fait des groupes, des tests. Et ça le fait pas pour le moment. Ça l'a pas fait en tout cas sur celle qu'on a essayé nous. Je dois dire que alors je ne sais pas à quoi ça tient, mais on a beaucoup plus de candidats animateurs hommes pour animer des jeux. Alors évidemment parce qu'ils l'ont déjà fait, etc. Mais si on prend l'exemple de la radio, où il y a pas mal d'animateurs femmes, même des gens qu'on sollicite, un jeu, ça a l'air de rien, oui, mais c'est assez technique. Donc ça n'a pas attiré. J'ai pas dit que les femmes en seraient pas capables. Je reçois régulièrement des candidatures d'hommes disant j'aimerais bien essayer jamais de femmes. Bon, ça quand vous n'a pas attiré. Faites des tests, j'imagine, avant de lancer dans le bain une animatrice. Je vous le confirme. Bon, vous la comparez à des stars existantes ou vous la comparez à des lambda Non, on fait des choses équilibrées. Non. Et en quand général, on est entre lambda, les panels préfèrent les hommes. Oui. Pourquoi? Pour animer des jeux. Je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas si les 2 fois où on a fait cette tentative, on avait fait mauvaise pioche pour les filles, qui pourtant réussissent bien comme animatrice ou comme invitée permanente de talk-show. On n'a pas réussi. La réponse, c'est Boccolini? C'est que quand une femme présente, c'est Boccolini? C'est plus tout à fait une femme? D'abord, j'ai trouvé très vache. Tout à l'heure, il était dit, sauf celles qui ne sont pas... Bon. Non, moi, j'aime énormément Laurence Boccolini. Et c'est vrai qu'elle a un mode de présentation bien à elle, Damido aussi. Mais Laurence, pour le coup, s'agissant de jeux quotidiens, ne voulait pas des quotidiens aussi prenants. Elle a un très gros contrat TF1. Je ne suis pas certaine que je serais arrivée à convaincre le service public de lui offrir un contrat analogue. Enfin, il y a eu un moment où il y avait un peu de flottement et où elle était éventuellement disponible. Donc, ça s'est passé un moment comme ça. Mais voilà, il y a très peu de femmes qui sont demandeurs sur ce podium-là. Est-ce que la sociologue a une réponse possible à ce que je demande? Je pense à Laurence Boccolini. Alors, évidemment, elle a quelque chose elle joue, parce que je crois que c'est
une actrice, je ne sais pas comment elle est dans la vie. Elle joue un rôle un peu d'homme, mais aussi un rôle de méchante. Et ça, je ne sais pas si dans les fameux stéréotypes, on accepte qu'une femme joue un rôle de méchante, sauf avec un fouet et des bottes, mais ça c'est pour d'autres milieux. Donc ce que je veux dire, c'est que le stéréotype qui est quand même, encore une fois, presque nécessaire si on veut que quelque chose, surtout au départ, marche, peut-être n'accepte pas. Et or, un meneur de jeu est quand même celui qui donne des bons points, celui qui vous gronde, qui vous félicite aussi. Mais enfin, il a un rôle quand même un petit peu d'autorité dure. Et ça, peut-être, rappelez-vous ce que nous a dit par un homme, toujours. Ce que nous a dit Madame Brémond, c'est que le stéréotype de la maternité, une maternité douce, probablement c'est pas la mère fouettarde qui est reconnue par les téléspectateurs, ne va peut-être pas avec la personne qui va donner des bons mais mauvais points, sauf quand elle admet de jouer le rôle d'une méchante, ce qui est le cas de Boccolini. C'est une hypothèse, bien sûr. Je voudrais juste dire que, juste au moment du lancement du Maillon Faible, la semaine précédente, j'avais déjeuné à Paris avec le type de la BBC qui s'occupe des jeux. Ils étaient extrêmement déçus parce que, on ne savait pas encore que ça allait marcher, puisque c'était quelques jours avant. Ils étaient très déçus parce qu'ils trouvaient que, alors qu'en Angleterre, c'est vraiment un drag queen très agressif, et ils trouvaient que le fait que ce soit une femme et qu'elle ait des rondeurs faisait que ça allait peut-être pas marcher parce qu'elle serait pas assez méchante et qu'ils la trouvaient trop douce. Donc tout est relatif. Mais c'est vrai que ce rôle de sorcière, bien sûr. En Angleterre, ça m'a beaucoup frappé quand j'y ai vécu, c'est que les héros sont méchants. C'est-à-dire qu'il y a des héros noirs, bêtes, vicieux. Alors que je n'imagine pas un feuilleton en France, enfin sur le service public, dans lequel on voit Father-Ted, qui est un prêtre, qui ne pense qu'à draguer des filles, à boire et à. Enfin, il y a quand même une autre culture. Hein. Alors, un mot peut-être sur les magazines, parce que sur les magazines, on est dans un autre registre. Est-ce que là, il y a une place facile pour les femmes dans les magazines? Plus facile, à condition de... Enfin, nous, on essaie de le vouloir un maximum. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on qu'on met en place un nouveau magazine, on se pose toujours la question quelle femme pourrait l'incarner. C'est un volontarisme débridé de l'équipe. Alors, c'est peut-être parce que notre équipe est dirigée par une femme, Nathalie Darrigrand, et parce que aussi, on a constaté en regardant à l'instant les émissions de jeux et de divertissement qui sont beaucoup incarnées par des hommes. Et on trouve qu'il est urgent de féminiser l'antenne. En tout cas, par exemple, on a travaillé il n'y a pas très longtemps sur l'Access et on a délibérément cherché une femme qu'on a trouvée. Et donc voilà, ça c'est la politique de l'unité magazine. Et puis après, dans chacun des magazines, les producteurs font aussi le travail. Frédéric Lantieri est avec nous. Faites entrer l'accusé était présenté jusqu'en 2011 par Christophe Ondelat, qui était un homme, et donc et qu'il est toujours, qui avait su créer un personnage pour cette émission, personnage de l'enquêteur avec son blouson de cuir, le flic, et quand il a décidé de partir, le producteur s'est posé la question qui va le remplacer. Évidemment, s'il avait choisi un homme, tout de suite en septembre, on aurait comparé, il est moins bon, l'autre était meilleur, etc. Donc on a pris le parti stratégiquement de chercher une femme. Et dans les personnes qui nous a présentées, les présentateurs possibles, que Christian Gerin, le producteur, nous a présenté, il y avait 4 femmes et un homme. Et on a pris le parti de choisir une femme, parce que comme ça, on était sûr à la rentrée de donner l'impression qu'on démarrait une nouvelle émission et pas la même émission avec quelqu'un qui serait peut-être pas à la hauteur de ce qu'était Christophe Ondelat. C'est comme ça qu'on a choisi Frédéric. Qu'est-ce que ça fait alors de se glisser dans le cuir d'Ondelat? La justice est représentée par une femme, quand même. Donc, voilà. Oui, mais elle est aveugle. Oui, elle est aveugle, elle a 2 plateaux, mais enfin, elle est toujours assez... Non, ça n'a pas été... ce qui était compliqué, c'était de commencer un nouveau métier, si je puis dire, parce que la présentation, ça ne s'improvise pas aussi, ça s'improvise pas comme ça. Donc, ce qui était compliqué, c'était de faire ça. Après, Ondelat, pas Ondelat, derrière un homme, s'il y avait beaucoup de gens, je crois, qui s'étonnaient, qui pensaient que les émissions de faits divers devaient être incarnées par des hommes, par un homme en particulier. Je crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, la justice est très féminisée, qu'il y a énormément de magistrats, de policiers, d'avocats qui sont des hommes, qui sont des femmes, pardon. Ça veut dire que sur le plateau, on t'a, parce qu'on se connaît bien, fait sentir que, Sur le plateau, non, on m'a pas fait sentir ça sur le plateau, pas du tout. C'est à l'extérieur, si tu veux.
C'est vraiment ce que j'ai pu lire dans certains tweets, dans certains trucs comme ça. C'était oui, pourquoi c'est une femme, oui. Et ça a commencé à basculer à partir de quand? Si ça a basculé, ça a basculé. Oui, ça a basculé. Il faut toujours. Je pense que c'est aussi le changement qui déstabilise toujours le téléspectateur. Hein. C'est peut-être pas tant une femme que le changement. Ils étaient vraiment habitués à ce qu'il y ait quelqu'un qui était là et qui l'incarnait depuis 10 ou 11 ans. Et donc là, on leur met une nouvelle tête, on leur met forcément une nouvelle méthode, une nouvelle manière d'être. Et je pense que c'est déstabilisant. Et au bout de 2-3 mois, je pense que les choses rentrent dans l'ordre. Et dans la tête, est-ce que c'est particulier de se dire on prend le relais d'un homme? Quand on est femme, on se dit bon. Non. Non. On est soi-même. Oui. Oui, simplement. Absolument pas. La question ne se pose pas. C'est pas. Il y a qu'un mec pour poser cette question-là. Merci. Non, absolument On est 3 pas. dans la salle. Hein. Il y a une sortie de secours par là. Donc non, pas du tout. C'est pas du tout la question, non. Et d'ailleurs, le public a quasiment bien réagi, puisqu'il n'y a quasiment pas de différence en termes d'audience entre juin et septembre, entre Ondelat et. Mais le courrier que vous avez eu, les tweets, etc., il y a eu quoi? C'était quoi les réactions? Écoute, j'en sais rien. C'était un peu pourquoi vous avez pris une femme, pourquoi les cheveux. Ah oui, des réflexions sur le physique, bien évidemment. Sur le physique et l'âge, elle a 50 ans et les cheveux blancs. Bon, voilà. Je trouve quand même, je remercie et la chaîne et le producteur de m'avoir choisi parce que quand même, j'avais jamais fait d'antenne, j'étais une femme, je succédais à un homme et je pense qu'ils ont pris des risques et ils l'ont vraiment fait. Et voilà, chapeau. Bon, ça correspond quoi? Une évolution du temps? Parce que vous dites, on l'a fait stratégiquement, on a choisi une femme stratégiquement pour pas qu'on soit on s'inscrit dans la continuité, dans la comparaison avec Ondelat précédemment. En dehors de ça, systématiquement, l'un de vos soucis, c'est d'aller chercher la femme qui pourrait... Oui, tant qu'on n'aura pas un semblant de parité sur nos antennes, nous, on a l'impression, dans l'équipe en tout cas, qu'il est de notre devoir de plutôt aller chercher des femmes que des hommes. Alors évidemment, quand le producteur arrive avec un projet et que dans le projet est écrit qu'il est présenté par monsieur machin, on respecte ce choix-là. Mais quand on a le choix, c'est une priorité pour nous de choisir plutôt des femmes. Et il y a d'autres producteurs qui réagissent comme nous. Je pense notamment à Télématin, pour les gens qui regardent Télématin. Nathalie Moret, qui travaille avec William Lémergie et qui prépare Télématin. Télématin, c'est une équipe qui est composée de 75% de chroniqueuses et donc 25% d'hommes. Et Nathalie me disait que la politique du producteur William Lémergie, c'était de dire, moi je représente donc les hommes sur ce plateau, donc il est normal et naturel qu'autour de moi, il y ait une majorité de femmes. Et alors non seulement 75% de femmes chroniqueuses dans Télématin, mais en plus, on les met dans des rôles qui vont à l'encontre des stéréotypes. Par exemple, la jeune femme qui s'occupe d'automobile, eh bien, c'est une femme qui s'appelle Anne-Christine Orin. Et les vétérinaires, ce matin, on disait qu'il était plus facile de trouver des vétérinaires femmes, hommes. Or, dans notre histoire de télévision, on a quand même vu beaucoup de vétérinaires hommes, et le vétérinaire de Télématin est une femme. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça où on utilise, enfin, on demande à des gens d'être là contre les stéréotypes, des milieux dans lesquels on trouve les femmes d'habitude. Pourquoi est-ce que ce qu'on fait pour les magazines, c'est pas tout à fait possible pour les émissions de flux, les jeux, les divertissements, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Merci. Mais je sais, franchement, pourquoi pas réessayer et lancer à ce moment-là un appel à candidats, mais on n'a pas de demande du tout de la part de jeunes femmes animatrices de faire des jeux. Moi, je n'en reçois pas. On n'a pas de candidates. Alors peut-être parce qu'elles ont intériorisé le fait que les jeux sont toujours présentés par des mecs. Hein. Je ne peux pas affirmer l'inverse. Mais c'est vrai que nous, on se focalise beaucoup sur des femmes candidates, que les femmes ne soient pas petiches. Encore une fois, sur des jeux dans lesquels, incontestablement, le candidat qui gagne est mis en valeur, hein, mais c'est vrai que pas tellement l'idée de l'animatrice. En revanche, il y a un autre point que je voudrais évoquer qui, je crois, avoir son importance, c'est que mais qui répond toujours pas à la question qui est la vôtre, c'est qu'il y a certaines situations, c'est là où être avocate, bien sûr, être journaliste suppose un niveau d'éducation, de connaissances tout à fait important. Chez les candidats, une des choses que moi je traque et qui a
avoir sa petite importance, c'est quand même aussi une forme d'aisance sociale qui suppose de pouvoir être à l'aise, ne pas se laisser démonter, ne pas avoir peur de mal s'exprimer. Et ça, c'est quelque chose qui va progresser, bien sûr, qui tient autant aux milieux sociaux ou à l'éducation qu'au fait d'être homme ou femme. Et moi, je suis toujours frappée que si on pense minorité visible et femmes, puisque les femmes des minorités visibles sont aussi une des façons de progressivement réussir une intégration vraiment réussie dans la société ou accomplie dans la société contemporaine, c'est beaucoup plus facile de trouver des femmes comptables parce que finalement c'est un langage qui s'apprend et quel que soit le niveau de conversation ou d'éducation qu'on a à la maison, si on connecte bien et qu'on l'a appris, les milieux sociaux n'ont pas du tout de pesanteur. À la télé, quoi qu'on dise, il s'agit quand même d'être capable de prendre la parole, de ne pas être intimidé. Et pour ça, c'est encore plus répandu actuellement chez les hommes que chez les femmes. J'en suis convaincu. Est-ce que ça suscite un petit peu du questionnement chez vous, ce qu'on dit là depuis un petit moment sur les femmes? Allez, alors, je ne sais pas s'il y a des micros qui sont dans la salle et que vous pourriez éventuellement donner à madame qui voudrait poser une question. Ben, il y a monsieur qui va vous donner un micro. Allez-y. Bonjour, Nathalie Davalo, je suis DRH et je suis aussi membre du laboratoire de l'égalité. Alors je voulais vous dire, madame, ne remerciez personne de vous avoir choisi, c'est pas du courage, c'est reconnaître vos compétences. Ils sont pas plus courageux d'avoir pris vous qu'un homme. C'était la première chose. D'ailleurs, c'est pas tellement ça que je disais. Hein. C'est pas vrai, moi je peux vous dire, je l'ai embauché, j'ai du courage de l'embaucher. D'accord. C'est lui qui m'a embauché, donc c'est lui qui m'a embauché à France Télé. Donc et la deuxième ce que chose... je voulais dire, ce que je voulais dire, c'est d'avoir pris quelqu'un qui n'avait jamais fait de présentation. Ah d'accord. Okay, c'était ça surtout. Et à propos de ça, d'ailleurs, l'univers du film noir, puisque c'est un peu ça l'univers qu'essaye de refléter Faites entrer, est considéré comme un univers a priori masculin, alors que les gens qui écrivent des polars, les écrivains de polars sont souvent des femmes, alors qu'aujourd'hui la justice et la police sont beaucoup infiltrés, on va dire, par les femmes. Et donc voilà, c'était pas forcément évident pour le téléspectateur d'imaginer qu'aujourd'hui l'univers noir du film noir pouvait être incarné par une femme. Mais sinon, c'était surtout le fait de ne pas avoir fait de présentation, pratiquement pas. Alors, question. La deuxième chose, c'était quel était le vivier pour chercher justement des présentateurs? Est-ce que vous cherchez chez des gens qui sont déjà expérimentés, donc le pool est tout petit, ou vous élargissez? C'était ça. La preuve, hein. Vous dites en général ou pour Faites entrer? Pour les deux, pour vous deux. Pour les jeux et les... Ah oui. Le vivier de recherche des présentateurs, de gens expérimentés, de gens moins expérimentés, de gens jeunes, moins jeunes, au cursus varié. Enfin, on essaie quand même que ce soit des gens qui ont déjà fait un peu de télévision, quand même, c'est moindre des choses. Et puis des gens dont la personnalité colle au programme qu'on va leur faire présenter. Oui, après, il y a tous les critères classiques qui entrent en ligne de compte dans le choix d'un présentateur ou d'une présentatrice. Vous dites quoi? Ça serait quoi de traquer sur les chaînes d'infos, par exemple, des gens ou des femmes qui pourraient comme ça être susceptibles de un jour présenter un jeu? Est-ce que vous avez votre traqueur de femmes présentatrices qui marche constamment pour chercher ces femmes-là? En permanence, oui. On reçoit beaucoup de CV. Et on rencontre aussi. Qui marche jour et nuit. On reçoit beaucoup de gens. Oui, on reçoit beaucoup de gens, d'hommes, de femmes. Et voilà, non, et on regarde les autres chaînes de télévision, bien sûr, en France, mais aussi en Suisse, en Belgique, enfin, tous les endroits où voilà, on peut trouver des présentateurs ou des présentatrices télé. Moi, j'ajoute à ce qui vient d'être dit, le vivier de la radio, qui me paraît être également une très bonne école de prise de parole, d'être capable d'interagir, de remplir un blanc, d'expliquer. Et donc oui, on regarde ça très attentivement également. Oui, dans le sens de ce que vous voulez dire, moi j'ai été très frappée d'apprendre que l'on est allé chercher une mannequin pour présenter un journal, dans un journal d'information. Et des actrices aussi sont venues à la télévision pour présenter des émissions de variété. Donc, moi, je me suis dit est-ce qu'on serait allé chercher un homme mannequin pour présenter un journal télévisé? Il y a eu ce choix a été incroyablement. Je me suis demandé ce qu'il signifiait. Soit on est allé chercher une très jolie femme. Mais moi qui connais les écoles de journalistes, il y en a plein de très très jolies femmes dans les écoles de journalisme. Soit on considère que pour être journaliste, n'importe qui peut l'être d'une certaine manière. Soit il fallait absolument une femme et on était allé prendre
voilà, quelqu'un qui était par là. Enfin, j'ai trouvé que c'était quand même à la fois l'expression des médias qui cherchent des femmes, et on ne peut pas dire d'une certaine manière quelque chose de proactif, hein, comme le fait d'aller chercher cette comédienne qui vient de la Comédie Française, qui a présenté l'autre jour le 7 d'or du théâtre. D'être allé chercher une comédienne, je crois que c'est une démarche quand même. On voit bien qu'il y a la volonté d'aller à droite, à gauche pour chercher des femmes. Vous dites on a un petit peu encombré dans notre tête et on va mal chercher. On ne sait pas trop comment s'y prendre pour aller chercher une femme qui puisse être à l'antenne. Est-ce que... Question. Monsieur. Oui, bonjour. Ça va peut-être être abordé juste après. C'est une question par rapport, pas directement aux potiches, parce que c'est vrai que sur France Télévisions, on n'a pas trop de... A priori, on n'a pas trop de potiches, mais sur les jeunes femmes qui font tapisserie au premier rang dans le public, ça a été indiqué dans l'étude que c'était aussi mal perçu par les spectateurs, et ça arrive aussi sur les émissions de jeux et de divertissement sur France Télévisions. Qui décide justement de faire ces rangs de jeunes femmes au premier rang du public? Est-ce que c'est quelque chose qui peut changer? Vous voudriez quoi au premier rang? Non mais... Non, je veux dire, en fait, dans un public qui assiste à un jeu, on ne voit réellement que 4 rangs. Vous voyez bien, on distingue bien les gens que sur 4 rangs, un milieu. Bon. Alors, les gens ont tellement l'habitude de plutôt prendre des mines pimpantes, des gens jeunes et pas des papis qui vont s'endormir à la 4e heure du tournage. Voilà, donc c'est sûr que c'est quand même plus mimi à regarder. Ça se fait un peu automatiquement. Moi, je sais qu'il m'arrive de faire changer des gens dans le public. Ça fait vraiment très mauvais effet. Soit quand, justement, vous avez 4 minettes super, où vous dites la mémé chez elle va pas pouvoir... ça va l'agacer. Soit quand, effectivement, je me suis aperçu à l'émission d'avant que ça s'endormait un peu. C'est très, très délicat. Mais l'idéal est évidemment, comme partout, l'équilibre, la mixité et d'avoir les gens les plus divers. Maintenant... Le public de nos jours, il faut l'indemniser, ça s'appelle. Avant, les gens auraient payé pour venir. Maintenant, vous avez besoin qu'entre le début et la fin de l'émission, tant qu'à faire, ce soit les mêmes. Donc, il faut qu'ils restent. Donc, ça veut dire pas de pause pipi, etc. C'est une contrainte quand même. Et les gens qui viennent, c'est souvent ou des retraités, ou quand c'est mercredi, des gamins qui sont un peu déconnants. Enfin, la vie, hein, c'est pas non plus... si vous voulez, même s'il n'y a pas de mauvaise intention ou un désir de discrimination ou l'obsession de la blonde sublissime, voilà, l'équilibre n'est pas toujours là dans le public que vous découvrez à 8h du matin, il fait nuit, vous êtes à la Plaine Saint-Denis. Voilà, si ce jour-là, on vous a amené que des retraités, bah, vous dites déjà merci parce qu'ils sont 120 et qu'ils sont gentils d'être venus tôt, vous voyez. Donc, mon tout est un peu complexe et doit être un souci permanent. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Voilà, c'est un peu comme je te pousse. Ouais, on choisit quand même d'amener des groupes de... J'ai participé à un jeu à la Plaine Saint-Denis, justement, où il y avait au début pas mal de retraités, surtout, et les familles des candidats, est arrivé en fin de matinée un quart entier de jeunes et jolies jeunes filles qu'on a installées au premier rang. C'était pas trompé d'adresse, c'était pour le même... C'était pas pour moi. Dans certaines émissions, j'étais chez TADI, c'était une école de communication qui assurait le public. Donc je crois que effectivement, quand on va chercher dans les écoles, les universités, mais c'est mixte. Il y a des garçons aussi. Enfin, autre question. Oui, je voulais savoir par rapport au sondage que vous avez effectué. Enfin, quand vous disiez qu'il y avait très peu de femmes qui présentaient des émissions politiques, moi je trouve qu'actuellement, enfin. Il y a Caroline Roux, il y a Anne-Sophie Lapix, Maïtena Biraben. Enfin, je voulais savoir quand est-ce qu'a été réalisé ce sondage et auprès de qui vous êtes renseigné. Alors en fait, il s'agit d'une étude qualitative, donc c'est pas un sondage, donc techniquement c'est pas exactement pareil, mais en l'occurrence c'est une étude qu'on a fait fin de l'année dernière. Et ce que les téléspectateurs remarquent, c'est pas qu'il n'y a pas de femmes, mais c'est qu'elles ne sont pas prioritairement représentées dans les émissions politiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça ne veut pas dire que celles qui y sont ne sont pas reconnues en tant que telles pour leurs compétences, ça veut juste dire que les téléspectateurs constatent que finalement, quand il y a de la politique, il y a un peu moins de femmes. Mais ça les gêne. Enfin, aujourd'hui,
en tête, c'est un constat, mais ce n'est pas le constat qui les gêne le plus. Et est-ce que dans les émissions qui sont présentées par des femmes, il y a une sorte de champ d'investigation, de compétences qui est un peu toujours le même? On est plutôt sur Aujourd'hui Madame, on est plutôt sur des émissions comme ça sociétales, qui sont dans l'après-midi. Est-ce que les femmes sont cantonnées à dans ce registre-là, ou est-ce que ça y est, maintenant ça part ailleurs? Non, je pense que chez nous en tout cas, Frédéric en est l'exemple ici. Elle était d'ailleurs spécialiste des faits divers avant même de venir présenter Faites entrer. Dans Télématin, on a des femmes qui sont encore une fois dans des rôles qui sont pas stéréotypés. Et non, je pense que évidemment l'après-midi, on l'a dit tout à l'heure, Sophie Davant présente une émission donc de témoignages. Alors dans les stéréotypes, évidemment, c'est plutôt famille, témoignage, l'intime, donc c'est plutôt féminin. Il y a C'est à vous, il y a les maternelles. Voilà. Et puis il y a Stéphane Bern qui présente à l'inverse une émission qui est typiquement plutôt féminine, puisque c'est au milieu de l'après-midi et qu'elle est destinée plutôt à un public féminin. Je pense que non, on a dépassé. On essaie en tout cas de dépasser les stéréotypes. On est en train de sortir de ça aussi. Oui. On est peut-être déjà sorti de ça. Oui, on est en bonne voie en tout cas. D'accord. Et la présentatrice star à l'américaine qui pourrait être un mélange de Drucker et d'Anne Sinclair, et qui pourrait comme ça imprimer sa marque sur les programmes. Pourquoi est-ce que les États-Unis l'ont et nous on l'a pas? On cherche. on la cherche aujourd'hui? Je ne sais pas. Oui, enfin, en tout cas, cette présentatrice-là, on l'a peut-être pas forcément, ou alors elle est en train. Je sais pas. Non, Joker. Là aussi, il y a des éléments culturels tout de même. Quand j'étais en Angleterre, il y avait des émissions de débat, talk show, genre télé-réalité. C'est pareil aux États-Unis, laquelle les gens se rentrent dedans, s'attaquent. Il y a une espèce de liberté des corps et des paroles qui n'existait pas en France et qui n'existe toujours pas. Donc, un personnage comme Oprah Winfrey, elle est vraiment américaine. Elle porte la culture de la revendication, encore une fois du corps assumé. Enfin, je trouve quand même qu'il y a un rapport au corps et à la présence physique et à l'agressivité, à la liberté de parole dans ces sociétés qu'il n'y a pas dans nos. Donc on a une télé qui nous ressemble plus. On a une télé, bien sûr, qui nous ressemble plus. Nous-mêmes, nous acceptons pas facilement certains types d'agressivité. Les téléspectateurs n'aiment pas trop quand les gens se disent vacheries. Je sais, j'avais fait mon étude en réception sur la campagne électorale de 2012. Quand les hommes politiques s'attaquent, les gens n'aiment pas ça. Ils disent oui, des pics. Nous, on n'aime pas les pics. J'ai l'impression que c'est pas vrai dans d'autres cultures dans lesquelles l'agressivité, le fait d'attaquer les gens, de les pousser dans leur retranchement est beaucoup plus admise que dans nos sociétés. L'autre élément qui va dans le même sens, c'est qu'une Oprah Winfrey n'hésite pas à mettre en scène sa propre vie, ses questions de poids, ses soucis sentimentaux, les soucis d'éducation, des choses comme ça, sa famille. C'est pas aussi usuel en tout cas la culture française, et les animateurs, même masculins, en France, ont une autre forme de retenue entre leur rôle social ou professionnel d'animateur et qu'ils sont, en tout cas sur le service public, cette distance a toujours été conservée. Question, remarque, analyse? Oui, madame. Merci. Moi, j'ai bien noté ce matin, on a longuement parlé des stéréotypes. Et je pense que pour lutter contre ces stéréotypes, il faut s'en occuper. Il faut prendre la décision de lutter effectivement contre ça. Il faut aller chercher les femmes, et elles existent. On l'a bien vu, mais il faut que les directions diverses d'entreprises décident de lutter contre ces stéréotypes. Sinon, on ne le fait pas assez. On n'est pas assez offensif pour trouver des personnalités féminines. Je pense que la marge de progression est importante et qu'il y a eu bien des progrès, mais qu'il y en a encore à faire. Et on n'en fera que si on s'en occupe. Sinon, on reste dans les stéréotypes et avec des schémas qui perdurent.
Donc des marges volontaristes, voilà. quotas, je sais pas quoi, Ouais. enfin des choses comme ça. Il n'y a que en constatant ces stéréotypes et en les mesurant, hein, parce que on les minimise et on a toujours l'impression que finalement tout va assez bien, mais on s'aperçoit en mesurant et en mesurant que ça ne va pas si bien que ça. Encore une fois, beaucoup de progrès ont été faits, mais quand on mesure, on s'aperçoit que ça ne va pas si bien que ça, et du coup, il faut s'en occuper pour régler ces stéréotypes. Voilà. Et je pense que c'est tout à fait possible parce que partout, dans l'éducation, les femmes ont atteint un niveau qui fait qu'on peut trouver des femmes partout. Bon, y compris qui s'expriment bien. C'était votre souci. Question, madame. Ici. C'est plus une remarque. On peut fonctionner en stéréotype, en mode stéréotype, sur tous les champs possibles. Quand vous dites, excusez-moi, mais quand vous dites la présentatrice idéale qui serait la synthèse de Oprah Winfrey, c'est ça, et son nom m'échappe. Enfin, Anne Sinclair. Non, Drucker. Voilà, Drucker. C'est aussi créer un stéréotype professionnel, comme si une future présentatrice éventuelle devrait être la synthèse de ces deux personnages. En fait, je trouve que dans les femmes qui, aujourd'hui, à la télévision, présentent des émissions, je dirais, je sais pas, il y en a une, je sais pas tous les noms, mais une qui présente une émission sur les musées. Il y a plusieurs femmes dans l'information qui sont très intéressantes. Elles sont elles-mêmes. Enfin, elles n'ont pas besoin de se conformer à un stéréotype ni professionnel ni masculin pour exister. Et enfin, c'est l'idéal. C'est l'idéal de pouvoir être comme ça. Et je pense que dans les médias, il y a une certaine possibilité. C'est pas le cas dans certaines entreprises. C'est pas le cas où il faut effectivement adopter des modes très masculins de conquête du pouvoir, si on est une femme, pour pouvoir arriver. Je pense qu'il y a des champs qui sont plus ouverts que d'autres. Mais encore une fois, il ne faut pas, enfin, à mon avis, il ne faut pas fonctionner en termes de stéréotypes. La présentatrice idéale, là ceci, là cela. Il faut ouvrir le champ des possibles, y compris aux femmes. Madame, tout en haut à gauche, pour une autre question ou commentaire. Moi, je voulais juste apporter des éléments d'information, de précision. C'est que on constate que c'est à chaque fois qu'il y a eu des quotas ou qu'il y a eu les législateurs qui sont intervenus que les femmes ont pu plus accéder à des postes de responsabilité. C'est le cas, par exemple, en politique, où il y a des amendes qui sont mises s'il y a ce défaut de représentativité. J'ai l'occasion de travailler aussi avec divers secteurs en entreprise. Des grandes entreprises, par exemple Orange, se sont fixées d'ici 3-4 ans un chiffre pour avoir des conseils d'administration qui soient plus féminisés. Dans tout ce qui est les entreprises qui travaillent plus dans le secteur technique, il y a une véritable volonté scientifique d'aller chercher les femmes dans les écoles d'ingénieurs, de les faire monter en puissance. Il y a des formations spécifiques. Il y a vraiment une approche volontariste et qui démarre dès le niveau formation supérieure. Donc ça existe et ce sont des endroits qui mettent ces politiques en œuvre parce qu'il y a une décision au début. S'il n'y a pas de décision... Au-delà d'un engagement comme celui pris ce matin par Rémi Flumelin en parlant effectivement sur d'un divers volontarisme. domaines. Voilà, c'est ça. Donc moi c'était sur les experts, mais on peut décliner cet engagement à tous les niveaux, que ce soit dans les jeux, que ce soit dans tout ce qui est diffusé à la télévision, que ce soit en termes aussi backstage, c'est-à-dire que ce soit les équipes, les caméramans. C'est une décision de société. Et s'il n'y a pas ça au début, forcément, il n'y aura pas l'imaginaire et la créativité pour essayer de tendre vers ça. Qu'est-ce qui peut un peu répondre à ça, enfin, à toutes ces questions qui
nous font part. Vous voulez dire quelque chose en plus? Non, qui nous font part de ce manque-là. Non, mais Benoît, ce que je voulais juste dire, c'est que de toute façon, là, on est en train de parler comme ça, mais dans la réalité, on va dire, en dehors de nos écrans télé, il y a combien de pourcentage de femmes dans les conseils d'administration? Je crois que c'est absolument ridicule. Comment? Ouais, pour l'instant, on n'est pas à 40% des conseils d'administration. Ça, on ne risque pas. Donc voilà, donc à un moment donné, on peut aussi parler des expertes, mais quand elles sont pas, quand il y a le plafond de verre et qu'elles sont pas en haut, on va pas. C'est ça toute la question, c'est ça tout le problème. C'est qu'il faut aussi que ça s'accompagne dans la société dite civile, en tout cas, de vraies avancées. Madame, qu'elles puissent avoir accès à tous les postes de responsabilité, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Allez-y. D'accord. Bonjour. Je me permets de répondre à votre question puisque je suis moi-même administrateur de société et donc je suis femme en entreprise. Donc la loi prévoit 40% en 2017, 20% en 2014. Aujourd'hui, on est à plus de 21%, voire 22% dans les entreprises du CAC 40 et à 20% dans les SBF 120. Donc les entreprises sont au-dessus du quota aujourd'hui. Donc c'est une première victoire, il faut le reconnaître. C'est vraiment utile puisque ça permet à des femmes qui n'arrivent pas à accéder à des comités de direction en entreprise, en passant par les conseils d'administration, de développer un vrai leadership, une expérience de dirigeant. Donc c'est une réalité en entreprise. Moi j'avais deux questions en écoutant votre exposé qui sont peut-être des questions un peu naïves. Mais j'ai été frappée d'une part par un constat où vous dites nous devons être un miroir de la société. Et cette société, elle est quand même fondamentalement mixte. À mon avis, il n'y a pas 90% d'hommes et 10% de femmes. Bon. Donc, si on est un miroir, on doit avoir cette fonction de miroir. Bon, on constate effectivement qu'elle n'existe pas. Alors, comment on fait? Alors, les entreprises, on a aussi eu ces questions-là à un moment donné pour l'accès au pouvoir. On dit on n'en trouve pas de femmes. C'est faux. En fait, il faut simplement exiger d'avoir une des propositions féminines. Des femmes en entreprise, quand vous regardez, il y a aussi 50% d'hommes et 50% de femmes recrutées au début. Simplement, quand on arrive au poste de direction, il y en a encore que 15%, il n'y a que 9% de femmes dans les comités de direction. Donc ça, c'est vrai aussi en entreprise. La victoire, c'est que maintenant, on arrive au niveau des conseils d'administration à en avoir beaucoup plus. Et donc, ça permettra de progresser aussi au niveau des comités de direction. Donc, la notion de quota est importante, puis aussi la notion d'imposer un process où on peut trouver des femmes. Et quand vous dites, madame, aussi, on prend ce qu'on a et on n'a eu qu'un quart de retraités, on n'a pas dû bien chercher. Il n'y a quand même pas que des retraités en France. Regardons la composition de la population. Non, pardon, alors je me suis très mal exprimée si j'ai pu laisser penser ça. Pas bien compris. Mais... non, on parlait du public qui assiste, donc il faut reconnaître passivement, pour passer une journée entière à la Plaine-Saint-Denis pour assister à un tournage. Ce qui veut dire qu'à un moment, on dit on arrête, il y a un problème technique, on recommence, on la refait, etc. Donc, oui, assister sur la longueur à une émission n'est pas nécessairement un critère de sélection qui a un rapport quelconque, fût-il éloigné, avec le pouvoir ou la décision. Là, on est dans l'exact opposé, puisqu'il s'agit un peu, malgré tout, de faire petit. Mais quand même, le volontarisme, essayer d'aller un peu plus loin dans cette volonté de trouver alors, le volontarisme, des femmes, c'est ça, Bien sûr. Moi, en tant que chef d'entreprise, je suis entouré très majoritairement par des femmes, et dans les équipes, c'était évoqué tout à l'heure, c'est important que les équipes elles-mêmes soient féminisées, que les décisions soient prises par des femmes dans des postes clés qui peut-être vous disent rien, mais qui sont d'être directeur de production, qui sont d'être le premier assistant qui va choisir ceci, cela. Et là, je crois quand même qu'on parle de métiers. Encore une fois, je ne parle pas d'information, je parle des tournages de fiction comme de jeux et de divertissement. Là, la féminisation est une réalité, jusque-y compris, avec des horaires qui sont super difficiles pour des jeunes femmes qui ont les gamins, souvent le mari qui est lui-même dans des métiers d'intermittent du spectacle et qui donc est sur des horaires très, très difficiles et n'a pas la sécurité à la maison pour gérer la tendance. Et vraiment, les équipes sont plutôt majoritairement féminines dans ce métier. Alors, le volontarisme, ça pourrait être pour faire des nouveaux animateurs qui soient des animatrices, puisque c'est là où, incontestablement, il y a un vrai manque. Et c'est une chose à laquelle vous avez tout à fait raison de dire que la profession peut... Là, il y a eu vraiment des marges de progression qui sont encore possibles. Autrement dit, on trouve que vous seriez peut-être un peu frileuse, quoi, notamment sur les animateurs de jeux, etc. Il faudra peut-être un petit peu plus d'audace pour se risquer à lancer dans le grand bain
des hommes qui soient plutôt des femmes, en fait. Surtout, j'avais une deuxième question, si Moi, je peux me permettre, c'est sur le benchmark. Enfin, est-ce que vous avez regardé finalement la composition dans les autres chaînes privées ou à l'étranger ou au moins en Europe et comment se situe France Télévisions? Parce que quelque chose qui est impossible est impossible pour toutes les chaînes. Aujourd'hui, en regardant très rapidement certaines chaînes, on n'a pas le même sentiment. Stéphanie Brémond, je ne sais pas si vous avez... Déjà, pardon, je voudrais revenir sur un point que vous avez soulevé, qui était de dire que la télévision égale miroir de la société, mais il n'y a pas 90% d'hommes et 10% de femmes dans la société, ce que je vous confirme. Mais par ailleurs, la télévision est un média avant tout plus féminin que masculin. Hein. Si on regarde l'audience télé, elle est plus féminine que masculine. Et en fait, dans la perception du téléspectateur, loin de là l'idée que les femmes ne sont pas présentes à la télé. C'est important de l'avoir en tête. Encore une fois, la notion d'expert n'est pas verbalisée, mais en revanche, les gens ne voient pas l'espace télévisuel comme un endroit déserté par les femmes. Au contraire. Et notamment, j'insiste, parce qu'elles sont présentes sur l'information et elles sont présentes dans les fictions, qui est quand même une grande partie des programmes à la télévision qui n'est pas traitée aujourd'hui, mais elles sont présentes dans les fictions. Donc aujourd'hui, il y a évidemment des choses à améliorer, mais c'est très bien. Mais il n'est pas question de dire, enfin, en tout cas de mon point de vue, l'étude ne dit pas du tout que la télévision c'est quand même un drame parce qu'il n'y a pas de femmes du tout. C'est pas comme ça que les téléspectateurs perçoivent le média télé en tant que tel. Et en étude comparative, vous arrivez à quoi? En étude comparative, nous, on s'est vraiment intéressé dans cette perception-là au marché français, aux chaînes françaises. Et là, effectivement, il y a des différences perçues par les téléspectateurs. Hein, ça, on ne peut pas se le cacher. Je vous ai montré quelle était la perception des chaînes de France Télévisions, qui était finalement là où c'était l'endroit le plus normalisé, la notion de parité homme-femme. Ça l'est moins sur TF1, par exemple, ou sur Canal+. Alors, Canal+ est un sujet assez ambigu parce qu'en même temps, les femmes sont présentes, mais elles sont, on va dire, elles sont très, très extraverties, on va dire. Donc ça aussi, c'est perçu en tant que tel. Hein ? Ça veut dire quoi? Extraverties. Elles sont infériorisées, elles sont quand même beaucoup plus dans le rôle. C'est-à-dire qu'en fait, elles jouent beaucoup de leur côté, elles jouent beaucoup de leur sexualité. Voilà, leur sexualité. En étant assez. C'est la potiche conceptualisée. C'est la potiche qui rigole, ce qui est moins perçu sur TF1 comme étant la. Et est-ce que les gens ont la perception de cette différence-là? Ils se disent, dans le service public, les femmes ne sont pas entre guillemets représentées de la même façon. Les téléspectateurs, c'est quelque chose qui ressort de. C'est noté, c'est-à-dire qu'ils voient bien qu'il y a des différences entre le. C'est noté et apprécié. Oui. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout rejeté. Enfin, c'est le fait qu'il y ait des différences entre les chaînes, c'est un constat. Le fait que TF1 soit un peu plus, on va dire, dans les stéréotypes, c'est pas pour ça que la chaîne est rejetée en majorité. Mais enfin, en l'occurrence, ils constatent. Voilà. Une dernière question peut-être, et puis après on va changer de thème. On va parler justement d'information, on va parler des experts, on va parler de la femme au JT dans les magazines ailleurs. Alors, qui? Oui, madame? Peut-être ces deux questions-là, posez-les et puis on... C'était juste un témoignage. C'était plutôt un témoignage sur la question des experts. Et d'abord, je vais avoir une posture un peu masculine en me présentant et en n'étant pas dans la posture normale de la femme qui apporte un témoignage anonyme. Donc moi, je m'appelle Valérie Tordeau de Marsac. J'ai créé une association qui s'appelle Vox Femina pour rendre les femmes visibles dans les médias. Et donc, j'apporte un témoignage en quelque sorte éclairé, puisque je rassemble dans mon association près de 150 femmes qui sont crédibles comme experts. Et nous avons auprès des médias une action depuis 3 ans pour essayer de produire de la visibilité pour ces femmes experts dans les médias. Et donc, le témoignage que je voudrais apporter, c'est que, à mon avis, c'est un problème d'innovation et de conduite du changement, cette question des experts aussi. Parce que ce que l'on voit, c'est qu'on se heurte beaucoup à des habitudes qui sont très ancrées. Les journalistes, les médias en général, malgré une très forte volonté affichée à travers l'engagement qu'ont signé la plupart des médias, qui a été rappelé aujourd'hui, des initiatives comme celles d'aujourd'hui, qui sont quand même très prometteuses, il y a la force des habitudes qui joue, en fait. Les journalistes, et moi on me le dit depuis 3 ans, toujours, et donc presque aussi, c'est une question ouverte à tout le monde, comment fait-on pour faire changer ces habitudes? On me dit, les journalistes, ils aiment, vous l'avez répété, les bons clients et leurs bons clients. Ce n'est pas seulement les bons clients, c'est leurs bons clients. C'est-à-dire ceux dont ils ont pu tester la fiabilité déjà. Donc évidemment, c'est un fort barrage au changement parce que ça ferme un petit peu les choses. Et puis, nous avons adopté une image un petit peu innovante en rassemblant nos femmes experts
sur une plateforme web 2.0 sur laquelle on peut trouver toutes les informations les concernant. Eh bien, malgré la richesse de cet outil... Vous offrez un panel d'experts. Un panel d'experts sur une plateforme, sur le modèle des réseaux sociaux. Pour changer effectivement les habitudes et aux joueurs qui sont feignants en général. Oui, qui cherchent pas. je ne voulais pas aller jusque-là, mais en le nom de effet, votre site. on constate que... Redonnez-nous le nom de votre site. Vox Femina, parole d'expert au féminin. Il y a un guide des experts aussi qui a été fait par elle. C'est autre chose, mais le guide, il est statique, il donne une image à un instant T. Nous, l'avantage, c'est que c'est vivant. Voilà. Alors, on va vous remercier, tous les 5.